Diaspora FM, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session de l'actualité sur la 102.3. Voici le sommaire de ce journal. Le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin. Patrice Talon a échangé avec chacun des nouveaux ambassadeurs et leurs différentes délégations. Le ministre de la Santé était face à la presse hier pour faire le point de la pandémie du coronavirus au Bénin. Il est revenu sur l'importance de la vaccination. Et puis les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali ont abattu dans la nuit de mercredi à jeudi 2 cadres de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara. L'annonce a été faite hier par l'état-major des armées françaises. Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité. Clémence Tonoucoin. 4 nouveaux ambassadeurs ont remis dans la journée de ce jeudi leur lettre de créance à son Excellence M. Patrice Talon, président du Bénin. Il s'agit de l'ambassadeur du Rwanda près la République du Bénin avec résidence à Accra au Ghana, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud près la République du Bénin avec résidence à Cotonou, de l'ambassadeur agréé de la République fédérative du Brésil près la République du Bénin avec résidence à Cotonou et du nouveau nonce apostolique du Vatican près la République du Bénin avec résidence à Cotonou. Le point avec Maury Arnoagua. De nationalité rwandaise, Madame Aïssa Kirabo Kassira est née le 13 décembre 1964 en Ouganda. Elle est titulaire d'un master de sciences vétérinaires en production et économie animale et a occupé plusieurs postes dans l'administration rwandaise. Elle représente désormais le Rwanda au Bénin. Nous sommes basés pour le moment à Accra. Nous espérons qu'après le Covid, nous allons pouvoir avoir l'opportunité de venir ici pour pouvoir travailler sur ces différents accords qui ont été déjà signés et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus concrets. J'aimerais également dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère, dans une phase où l'Afrique est en train de se développer. Le Bénin fait partie donc de ce processus de développement-là, tout comme le Rwanda, et je pense qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses pour rendre encore plus fier notre continent. Madame Robina Patricia Max, née le 21 janvier 1963, est titulaire d'un master en études sur le genre et le développement à l'université Sussex au Royaume-Uni. En 2011, elle fut nommée ambassadeur de la République d'Afrique du Sud près la Thaïlande avec accréditation au Myanmar, au Laos et au Cambodge. Nous avons pu effectivement discuter donc de tout ce qu'il y a comme fondation en termes de développement qu'il a pu mettre en place depuis son arrivée à la présidence de la République du Bénin. Il nous a également fait part donc de ses ambitions pour pouvoir renforcer tout ce qui a déjà eu comme capital durant le premier mandat et les différents chantiers effectivement qui doivent continuer à être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés justement pour le deuxième mandat. Née le 28 juin 1955 à Alagoune Khas, Barkia, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt est diplômée en droit à l'Université de l'État de Rio de Janeiro en 1978 et de l'Académie diplomatique à l'Institut Rio Branco en 1983. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil près le Bénin, Madame Regina Celia de Oliveira Bittencourt était depuis 2014 ambassadeur du Brésil près le Burkina Faso. On apprécie beaucoup la culture africaine parce qu'on reconnaît notre culture dans la culture africaine, la musique, les instruments, les joies de vivre aussi. On a développé beaucoup de projets avec vous et modestement parce que nous sommes un pays sud, c'est-à-dire c'est la coopération sud-sud. Né le 13 mai 1967 à Gibraltar au Royaume-Uni, Monseigneur Marc Gérard Mills fut ordonné prêtre le 14 février 1996. Diplômé en droit canonique, il a servi en mission dans les représentations pontificales en Équateur, en Hongrie et aussi à la section des affaires générales de la secrétairerie d'État au Saint-Siège. Je crois que le Saint-Siège valorise beaucoup la présence des efforts de l'Église catholique ici à Bénin. J'espère qu'avec ma présence et de l'annonciature apostolique,
nous pouvons continuer de développer les bonnes relations d'amitié et de coopération. Depuis le 31 août 2019 jusqu'à sa nomination en qualité de nonce apostolique au Bénin, Monseigneur Marc Gérard Mills occupait le poste d'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Organisation des États américains. Le ministre béninois en charge de la santé a fait le point de la situation de la pandémie de coronavirus sur l'ensemble du territoire national aux professionnels des médias hier à Cotonou. Au cours de ce point de presse, le docteur Benjamin Roupati a levé un coin de voile sur la gravité des cas enregistrés ces derniers jours. Suivez ici un extrait de ses explications au micro de Aristide Setti. Vous le savez tous, cette pandémie continue de faire des ravages dans le monde. De même, elle est toujours présente au Bénin et ses effets sont visibles. En effet, des cas positifs continuent d'être enregistrés sur tout le territoire national et dans les centres de traitement des épidémies. Nous continuons d'accueillir des patients souffrant des formes graves de la maladie. À la date du 21 juillet 2021, nous avons enregistré 8327 cas positifs, dont 8126 guéris et 108 décès. Ces chiffres montrent que grâce aux efforts conjugués de tous, le taux de transmission est globalement maîtrisé dans notre pays. On observe cependant une augmentation critique du nombre de nouveaux cas et des cas graves ces dernières semaines. Cela pourrait être en rapport avec le relâchement observé dans le respect des mesures barrières. Cette situation est d'autant plus préoccupante que l'on observe au niveau continental et sous-régional une nouvelle flambée liée entre autres à la circulation de nouveaux variants réputés plus contagieux, notamment la variante Delta. Ces variants, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, semblent être à l'origine d'une augmentation moyenne de plus de 40% du nombre de nouveaux cas et du doublement, voire du triplement du nombre de décès par rapport aux vagues précédentes. Ces signaux doivent nous amener à nous tenir plus que jamais en alerte et surtout à nous imposer le maintien du respect strict des gestes barrières, à savoir le port systématique de masques en tout lieu, le lavage systématique des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire. Il n'est donc pas question de baisser la garde. Le ministre de la Santé a profité de ce point de presse pour mettre un accent sur l'importance de la vaccination et lancer un appel aux Béninois. Suivez un extrait de ses propos. C'est le lieu pour moi de confirmer qu'en plus des gestes barrières, la vaccination est la seule alternative sérieuse pour sortir durablement de cette crise. Aussi, voudrais-je à nouveau, profitant de ce contexte épidémiologique particulier, exhorter toutes les personnes adultes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner, car la vaccination protège contre les formes graves de la maladie. Par ailleurs, les constats faits attestent que parmi les derniers décès enregistrés, aucun n'était vacciné. Il en est de même de tous les cas graves qui sont actuellement enregistrés dans nos centres de prise en charge. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi faire observer que cette période de grandes vacances est souvent propice à l'organisation de manifestations à grand rassemblement. C'est la raison pour laquelle, afin de prévenir des contaminations de masse, elles font l'objet d'une attention particulière de la part du gouvernement. À cet effet, il est fortement demandé aux organisateurs de ces manifestations de passer des messages de sensibilisation sur la vaccination et le respect des mesures barrières. En tout état de cause, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique, l'accès aux dites manifestations pourrait être bientôt subordonné à l'effectivité de la vaccination de chaque participant. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a présenté hier jeudi à Cotonou le rapport de l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida au Bénin. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Aristide Setti. Le Bénin veut reconsidérer la riposte nationale contre la pandémie du VIH-Sida en vue de la rendre plus efficace. C'est ce qui justifie cet atelier qui présente les rapports définitifs des activités de l'étude après les travaux conduits par le comité de pilotage et les consultants. Pour la directrice de cabinet du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, la lutte contre cette pandémie est un point clé du programme d'action du gouvernement. Analyser la riposte nationale au VIH-Sida dans une perspective genre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est l'occasion de décrypter et de comprendre en quels termes les normes perpétuées par la société, la culture et ou les pratiques religieuses contribuent aux disparités dans le fardeau des problèmes sanitaires. La
mise en œuvre des conclusions et recommandations de cette étude devra donc rendre les interventions liées à la riposte au VIH/SIDA plus transformatrices, équitables, fondées sur les droits et par conséquent plus efficaces. Cette ambition trouve bien son ancrage stratégique dans le programme d'action du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, notamment le pilier numéro 3 qui met l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Marie Margaret, représentante de l'ONU-SIDA, affirme que l'apparition du coronavirus a un impact sur l'inégalité du genre, notamment l'exploitation sexuelle des filles. La pandémie de Covid-19 est venue accentuer les inégalités de genre selon plusieurs enquêtes, dont l'enquête rapide genre et Covid réalisée au Bénin en 2020 par le PNUD avec l'appui de l'ONU-SIDA, et je salue au passage le PNUD pour sa proactivité dans l'accompagnement de cette enquête rapide. Cette importante enquête rapide a révélé une recrudescence de l'exploitation sexuelle des filles et des femmes ainsi que des manifestations de violences sexistes observées dans la sphère familiale, manifestations déclenchées par des crises de nerfs, la colère, la mauvaise compréhension en corrélation avec l'anxiété et le stress induits par les effets économiques de la crise sanitaire liée à la COVID-19. La mise en œuvre des conclusions et recommandations de cet atelier permettra au gouvernement de rendre les ripostes au VIH transformatrices, équitables, fondées sur les droits. La journée mondiale de la population est célébrée le 11 juillet de chaque année. La célébration au plan national pour le compte de l'année 2021 a eu lieu dans la commune de Ouida. Dans les départements de l'Atlantique et du littoral, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité les manifestations. Une célébration en différé intervenue hier donc jeudi. Maury Arnaud Agua et Aimé Juste Defodi pour le reportage. Baisser le taux de fécondité en Afrique subsaharienne, c'est l'objectif visé par cette 32e édition de la Journée mondiale de la population. Le thème de la Journée mondiale de la population édition 2021 a été choisi pour rappeler à la communauté internationale les engagements qu'elle a pris pour assurer l'accès universel à la santé reproductive pour tous. Il s'agit des engagements pris à travers les objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030, l'Afrique que nous voulons en 2063 et les conclusions de la conférence internationale sur la population et le développement. Choisie pour abriter l'événement, la commune d'Abomey-Calavi a plaidé pour l'amélioration des services de santé, de la reproduction, surtout en cette période de pandémie. La célébration de la Journée mondiale de la population édition 2021 à Abomey-Calavi vient donc à point nommé et offre l'occasion de renforcer la sensibilisation des populations sur la santé reproductive, renforcer le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et les institutions internationales en vue d'accroître les financements en faveur des programmes de la santé reproductive. Au cours de cette assise, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur les thèmes de la Journée mondiale de la population. Précisons que le représentant du préfet de l'Atlantique a procédé à l'ouverture des travaux. Ce journal se poursuit. Les femmes africaines du réseau leader du Bénin, sous la houlette du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ont remercié le président de la République, Patrice Talon, suite à son approbation du statut de l'Institut national de la femme en Conseil des ministres. C'était au cours d'un point de presse tenu hier dans un hôtel de Cotonou. Suivi un extrait de leur déclaration, lue par la présidente du réseau, Huguetta Clogandosa. Capitalisant les acquis de la première formule de cet organe, vous venez de donner une nouvelle impulsion à cet institut dénommé Institut national de la femme. Le Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021 a décidé de le réorganiser entièrement en donnant un nouveau visage, de nouvelles missions ainsi que de nouvelles attributions. Dans sa nouvelle configuration, il devient un organe public, doté de personnalité juridique, de l'autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Quel honneur fait à la gente féminine. Monsieur le Président de la République, sachez que les femmes leaders du Bénin, à tous les niveaux, local, départemental
et nationales expriment leur satisfaction après l'annonce de la bonne nouvelle et se réjouissent du fait que désormais, un organe de si grande envergure pourra être le creuset de réflexion, d'action, de dénonciation et de justice en cas de violation des droits de la femme. Nous, femmes, membres du réseau Aouline Bénin, venons vous féliciter de vive voix et vous signifier notre entière disponibilité à travailler avec l'Institut aux côtés du gouvernement pour la promotion des objectifs de développement durable. Aouline Bénin prend donc la ferme résolution de mettre au service de l'Institut les réflexions, les actions et les résultats du couvent des femmes nommées et élues, appelé GBALEY, de mettre en place un mécanisme de travail fluide entre l'Institut, le réseau Aouline, ainsi que les autres réseaux de femmes dans les 6 domaines d'intervention que sont la paix et la sécurité, la participation politique, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes et enfin la mobilisation sociale. C'est le lieu pour nous, membres de Aouline Bénin, de porter une fois encore à votre connaissance les chantiers urgents pour lesquels nous sollicitons déjà la collaboration de l'Institut national de la femme et qui constituent des priorités dont nous avions débattu avec la directrice régionale de ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre lors de sa mission de travail au Bénin. En effet, il s'agit de la création de la représentation nationale de ONU Femmes au Bénin, le vote de la loi sur la parité, le lancement officiel au Bénin du programme relatif à la promotion de l'égalité homme-femme dénommé He4She. Les acteurs du ministère du Cadre de vie et du Développement durable sont depuis hier en conclave au Palais des Congrès. Il s'agit pour eux d'évaluer les actions menées par rapport au budget en cours d'exercice et de trouver des stratégies pour atteindre les objectifs fixés pour le reste de l'année 2021. Frédéric Espoir, Oumambou. Mieux qu'un exercice de routine, cette revue à mi-parcours du plan annuel de travail a toute son importance, puisqu'il convient de s'arrêter, d'évaluer le chemin parcouru, examiner les difficultés et convenir des solutions possibles pour arriver à bon port. Mais l'exercice va bien au-delà de tout ceci, selon Delphin Aïdji, directeur de la programmation et de la prospective du ministère. Cette rencontre sera l'occasion de passer en revue les réformes et les projets identifiés par notre ministère dans le cadre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Cette revue sanctionne la fin du 2e trimestre de l'année et ouvre les préparations du budget 2022, mais également la conception du programme d'action du gouvernement 2026. Ainsi donc, le ministre Didier Tonator appelle les participants à des réflexions particulières mais fructueuses. L'exercice d'aujourd'hui est particulier et mérite une réflexion d'un autre niveau pour que la dynamique, la trajectoire que le Bénin a depuis 5 ans puisse s'infléchir positivement et aller plus vite. Je voudrais à cette étape-ci vous remercier pour tout ce que vous avez fait et nous inviter donc à nous mobiliser davantage pour encore plus de succès, plus de résultats et que nous ayons en retour la satisfaction des populations béninoises en commençant par les cadres de vie tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Souhaitons donc que les réflexions issues de cette assise permettent d'infléchir encore un peu plus la dynamique entamée depuis l'avènement de la rupture pour le bien-être des populations béninoises. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche se sont retrouvés en atelier également hier à la salle de documentation juridique de la Cour d'appel de Cotonou pour la revue de leur plan annuel de travail. Une rencontre au cours de laquelle il était question de l'examen des performances enregistrées et de l'étude des principales difficultés rencontrées au cours de ces 3 derniers mois. Compte rendu, Carnot François Roumbédérinto. Même acteur, même exercice qu'au premier trimestre de l'année en cours,
où ces cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin procèdent à la revue du deuxième trimestre de leur plan annuel de travail. Occasion pour le ministre Gaston Dossoui de rappeler le niveau d'exécution du PTA depuis sa mise en œuvre. Au second trimestre 2021, sur une dotation annuelle de 77,7 milliards de francs CFA, un montant d'environ 33 milliards a été engagé, soit un taux d'engagement de 42,72%, contre 44,9% au 31 juin 2020. Dans ce registre, le programme Agriculture vient en tête avec 48,1% d'engagement, 35,2% d'ordonnancement. Le programme Élevage occupe la 4e place sur 4 avec 18,5% d'engagement. On note que les performances financières enregistrées à fin juin 2021 pas beaucoup varié par rapport à celles de 2020 à la même période. Selon le ministre en matière d'exécution physique, le PTA affiche un niveau d'exécution de 29,9% contre 34,4% en fin juin 2020. En matière d'exécution physique, le PTA-B au second trimestre 2021, le ministère affiche un taux d'exécution physique de 29,9% contre 34,4% à fin juin 2020. Cette performance est nettement en deçà de la cible de 50% pour la période sous revue. Le programme pilote de soutien aux services vient en tête avec 46%, suivi du programme agriculture qui affiche un taux d'exécution physique de 32,8%. Le dernier programme reste toujours le programme élevage qui enregistre la plus faible performance avec un taux d'exécution physique de 15,6%, derrière le programme pêche et aquaculture qui affiche à son chrono 25% d'exécution physique. À l'ordre du jour de cet atelier, l'examen des performances enregistrées par chaque structure, chaque projet et les différents programmes en cours des mois d'avril, mai et juin. Les principales difficultés qui ont empêché l'exécution des tâches prévues seront également étudiées. En prélude à l'anniversaire de décès de l'artiste Jonas Pedro qui se déroulera le 12 août prochain, la conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 du Mono s'est tenue dans un musée dédié à l'artiste à Lokossa. Le point de la séance avec Jonas Bogi. Habituellement organisé dans les locaux de la préfecture de Lokossa, c'est ici, au musée Jonas Pedro, que s'est déroulée la conférence administrative départementale du mois de juillet 2021 dans le département du Mono. À cette rencontre mensuelle entre le préfet et les directeurs départementaux, le directeur exécutif de l'ONG Art d'Afrique a été exceptionnellement invité pour présenter une communication sur le projet d'immortalisation de Jonas Pedro. Nous leur avons présenté le projet d'immortalisation de Jonas Pedro, qui est en plusieurs phases. La première phase, nous venons de l'achever, c'est la réflexion de l'existant. La deuxième phase commence à partir de la commémoration du 17e anniversaire de son décès, prévu du 11 au 13 août prochain. À la faveur de cette commémoration, nous aurons une table ronde le 12 août, jour anniversaire de son décès, une table ronde autour de laquelle nous allons échanger à travers des propositions d'immortalisation de l'artiste. Cette rencontre qui a également passé au peigne fin les résultats des examens scolaires de fin d'année dans le Mono s'est achevée par une visite guidée dans le musée. Bienvenue Milorin, préfet du Mono, à la fin de la visite. J'avoue que c'est la toute première fois que je rentre dans le musée rénové. Je suis très heureux de savoir que nous sommes en train progressivement de sauver les meubles. C'est bien d'aller au contact des œuvres de l'artiste, de voir son lit et sa robe dans laquelle il a poussé son dernier souffle, et sans oublier son tombeau qui est encore ici. Je voudrais appeler les uns et les autres, qu'il s'agisse des forces vives du département du Mono, que du Bénin tout entier, pourquoi pas de l'Afrique, à faire de cet espace un lieu touristique pour aller au contact de cette chaleur qui reste. Une collecte de fonds a été organisée sur place par le préfet du Mono pour venir en appui à l'ONG Art d'Afrique dans ses efforts d'exhumer les mérites de l'artiste Jonas Pedro. Les nouvelles africaines et internationales. Hors du Bénin, je vous l'annonçais en titre, l'état-major des armées françaises a annoncé hier soir la mort de 2 hauts responsables de l'organisation terroriste État islamique au Grand Sahara abattus dans la nuit du mercredi à jeudi par les forces de l'opération Barkhane dans le nord-est du Mali. Selon l'état-major des armées françaises, les 2 hommes ont été abattus au sud de Ménaka. Il s'agit de Rissa al-Sahraoui, présenté comme homme de confiance du chef du groupe
État islamique du Grand Sahara. Il aurait joué un rôle important dans le recrutement et la formation de combattants armés. Il aurait également participé à l'attaque d'Inates contre les forces nigériennes en décembre 2019 qui avait coûté la mort à plus de 80 soldats nigériens et provoqué une onde de choc dans le pays. 3 jours de deuil national avaient été décrétés. L'autre cadre de l'État islamique du Grand Sahara que l'armée française dit avoir abattu est Abu Abderrahman al-Sahraoui. Il jouait, selon l'état-major, un rôle d'autorité morale puisqu'il rendait la justice et prononçait les sentences les plus graves comme des condamnations à mort. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde Emmanuel Agbodjelou, chef d'édition David Azonsou, présentation Clémence Tonoucoin. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain au Bénin et à l'étranger.